Jean Dubois était à genoux sur le sol, serrant Volt, son compagnon de 12 ans, dans une dernière étreinte. Des larmes coulaient sur le visage buriné du vétéran tandis qu'il murmurait sa dernière promesse d'adieu. Puis, avec un effort phénoménal qui semblait venir d'au-delà de la mort, le vieux berger allemand souleva lentement ses pattes avant, les drapant délibérément autour du cou de Jean. Jean sanglota, le cœur brisé, croyant que c'était leur adieu final. La vétérinaire, docteur Manon Leroy, se tenait à côté, la seringue prête à la main, préparée à mettre fin aux souffrances de Volt. Elle plaça son pouce sur le piston. Mais juste au moment où elle allait appuyer, Volt poussa soudain un gémissement aigu et angoissant, et son corps se raidit dans une violente convulsion. Stupéfaite, le docteur Leroy se figea. Elle laissa tomber la seringue sur le sol et cria le seul mot qui changea tout, « Arrêtez !» Elle venait de réaliser une terrifiante vérité. L'étreinte n'était pas un adieu, et l'analyse de sang mentait. Le vent était la seule chose qui bougeait avec détermination dans cette partie de l'Auvergne. Il dévalait des monts du Cantal, porteur de la promesse acérée de la première neige épaisse, et sifflait à travers les pins rigides qui entouraient le chalet isolé. Ici, l'immobilité était une monnaie, et Jean Dubois était un homme riche. Jean se tenait sur sa petite terrasse, le vieux cuir marron de sa veste bien serré. C'était un homme taillé dans le même paysage rude qu'il habitait, grand, avec une force sèche qui parlait d'utilité plutôt que de vanité. Ses cheveux bruns, assez longs pour toucher le col de sa veste, étaient striés d'argent aux tempes. Son visage était une carte routière de soleil dur et de temps plus dur encore, battu par les intempéries et plissé, bien que les lignes autour de ses yeux s'adoucissaient quand il était vraiment seul. Une barbe et une moustache épaisse et non taillée, plus grise que brune, masquaient sa bouche mais pas le pli sévère de sa mâchoire. Il finit d'empiler la dernière bûche de pain refendue contre le mur du chalet, ses mouvements économiques et précis. Chaque action était mesurée, une habitude forgée dans les déserts d'Afrique 2 décennies plus tôt et maintenant perfectionnée dans l'isolement. Sa vie était une forteresse bâtie sur la routine, réveil à 5 heures, café, inspection du périmètre, coupe de bois, entretien de l'équipement, repas, lecture, sommeil. La seule variable dans cette équation rigide l'observait actuellement depuis le seuil de la porte. Volt. Le chien était un magnifique berger allemand, ou du moins il l'avait été. Maintenant, il était magnifique dans sa vieillesse. Son épaisse fourrure, autrefois d'un riche noir et feu, s'était estompée en un noble gris argenté et blanc. Son museau était complètement givré, et ses yeux sombres et intelligents contenaient la sagesse patiente d'un animal qui avait vu son maître traverser le pire du monde. Il se déplaçait avec raideur, ses hanches trahissant l'arthrite qui le tourmentait, mais il ne manquait jamais d'être là où Jean se trouvait. Volt était l'encre de Jean. Quand les cauchemars venaient, l'étouffant dans la poussière et le son strident du chaos, c'était la présence chaude et stable de Volt, pressée contre son dos, qui le ramenait à l'air froid de l'Auvergne. Jean épousseta la sueur de son jean délavé. « Patrouille terminée, mon vieux », murmura-t-il, sa voix rauque par manque d'usage. La queue de Volt réussit un seul embattement contre le cadre de la porte. Le froid s'installe. Voyons voir si le chauffage de la fourgonnette va encore me chercher des noises. Il passa devant le chien, lui offrant une lente et familière caresse derrière les oreilles, et se dirigea vers le garage indépendant. Le garage était le sanctuaire et le purgatoire de Jean. Il abritait son seul lien avec le monde extérieur, une vieille fourgonnette bleue de 1994 qui, comme son propriétaire, montrait son âge. La lourde porte grinça en se soulevant, révélant l'espace froid à l'intérieur. L'air était piquant, chargé d'odeurs d'essence, de vieille huile et de poussière. Jean alluma le néon au plafond, qui clignota 2 fois avant de jeter une lueur stérile sur la fourgonnette. Volt le suivit, le cliquetis de ses griffes résonnant faiblement sur le sol en béton lisse. Le chien s'installa sur un tapis circulaire usé près de l'établi, laissant échapper un long soupir alors que ses articulations raides se posaient. Il observait son maître avec une concentration sans faille. « Très bien, » dit Jean, plus pour lui-même que pour le chien. Il ouvrit le capot. « Voyons les dégâts. » Pendant l'heure qui suivit, Jean travailla. Il était méthodique, suivant les conduits, vérifiant les connexions, ses mains, bien que balafrées et calleuses, se déplaçant avec une habileté experte. Il traça les durites du radiateur de chauffage, son souffle formant des panaches dans l'air froid. Il trouva le problème, un collier de serrage sur une durite inférieure, corrodé et desserré. Il attrapa une clé sur le mur. Alors qu'il se penchait profondément dans le compartiment moteur, tordant son bras dans un angle inconfortable pour atteindre le collier, un mince filet de liquide vert vif, presque néon,
s'échappa de la durite. Il s'égoutta silencieusement sur le châssis, puis trouva un chemin vers le bas. Un goutte-à-goutte régulier et silencieux commença, atterrissant sur le sol en béton directement sous le bloc moteur. La petite flaque commença à s'étendre, une couleur vibrante et contre nature sur le gris terne. Jean marmonna entre ses dents, sa frustration montant alors que la clé glissait. Un son métallique sec résonna lorsque l'outil frappa le bloc moteur. Il ne vit pas la flaque se former. Il ne vit pas Volt, réveillé par le bruit soudain, lever sa tête au museau blanc. La curiosité du chien fut piquée. Il se leva avec raideur et trottina vers l'avant de la fourgonnette. Il renifla l'air, puis baissa la tête vers la flaque. L'odeur était faible mais intrigante, sucrée. Il sortit la langue et lapa le liquide. Il lécha à nouveau, nettoyant une petite parcelle du béton avant que le goût froid et sucré ne le satisfasse. Il se retourna à son tapis, tourna 2 fois sur lui-même et se recoucha. Quelques minutes plus tard, Jean réussit enfin à resserrer le collier, stoppant la fuite. Il s'essuya les mains sur un chiffon huileux, inconscient de ce qui s'était passé. Ça devra faire l'affaire, grogna-t-il. Il rabaissa le capot, le bruit de sa fermeture semblant assourdissant dans le petit espace. Allez, Volt. C'est l'heure de manger. Il éteignit la lumière et le garage fut replongé dans l'obscurité. La petite tache restante de liquide de refroidissement vert sur le sol était invisible. À l'intérieur du chalet, la chaleur du poêle à bois était une étreinte bienvenue. Jean se dirigea vers la cuisine, la routine familière du soir prenant le dessus. Il sortit une conserve de bœuf bourguignon du garde-manger pour lui-même et ouvrit le grand sac de nourriture pour chien. Le son des croquettes pour chien crépitant dans la gamelle en métal amenait habituellement Volt à ses pieds, un grognement bas et impatient grondant dans sa poitrine. Ce soir, il n'y eut aucun son. Jean posa la gamelle sur le sol à sa place habituelle. Volt. À table. Le berger resta sur son tapis près du feu. Il leva la tête, regarda la gamelle, puis regarda Jean. Il semblait fatigué, pas seulement de la lassitude habituelle de fin de journée, mais de quelque chose de plus profond. Jean fronça les sourcils. « Eh, tu m'entends ? Va dîner. » Volt se releva avec un grognement, ses pattes arrière tremblant légèrement. Il se dirigea vers la gamelle, renifla la nourriture, puis, sans en prendre une seule bouchée, se retourna. Il retourna lentement vers le tapis et se coucha, posant sa tête sur ses pattes avec un soupir qui sembla drainer toute son énergie. Un frisson de malaise glacial parcourut la nuque de Jean. Volt n'avait jamais sauté un repas. Jamais. Jean s'approcha et s'agenouilla à côté du chien, ses genoux craquant dans le silence. Il passa sa main sur le dos du chien. La fourrure de Volt semblait rêche. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ?» demanda-t-il, sa voix perdant son ton dur. « L'estomac à l'envers ?» Volt se contenta de le regarder, ses yeux sombres et troubles. Il ne leva pas la tête. Jean l'observa pendant une longue minute silencieuse. Les seuls sons étaient le crépitement du feu et le hurlement insistant du vent à l'extérieur. L'esprit de Jean s'emballa, cherchant une explication, mais il repoussa les pensées les plus sombres. C'était juste le froid. La chute soudaine de température était probablement dure pour ses vieux os. C'était tout. C'est juste le froid, dit Jean à voix haute, renforçant sa propre pensée. Et tu n'es plus un chiot, n'est-ce pas ? Tu te fais juste vieux. Il se convainquit que ce n'était rien. Un simple cas de vieillesse. Il se leva, prépara son propre ragoût et s'assit à sa petite table. Mais la nourriture avait un goût de cendre. Il ne pouvait pas chasser l'image de la gamelle intacte et de la léthargie profonde et troublante qui s'était emparée de son seul ami. Jean fut tiré d'un sommeil léger et agité par un son qui n'avait pas sa place. C'était un bruit de haut le cœur, humide et misérable, qui déchira le silence du chalet. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Le feu dans le poêle à bois s'était réduit à des braises, et la pièce était emplie d'un froid profond d'avant l'aube. Le vent gémissait toujours à l'extérieur, un contrepoint solitaire au nouveau son terrible venant de l'obscurité près de la porte. Il rejeta la lourde couverture de laine, ses pieds heurtant le plancher froid. Volt ? Un autre bruit de bâillonnement et d'étouffement lui répondit. La main de Jean tâtonna pour trouver la lampe à pétrole sur sa table de chevet, ses doigts maladroits. Il craqua une allumette, la petite flamme de soufre illuminant ses propres yeux écarquillés et effrayés avant que la mèche ne prenne. Il leva la lampe haut.
Volt n'était pas sur son tapis. Il avait essayé d'aller jusqu'à la porte. Il avait échoué. Le chien était couché sur le côté, ses pattes étalées inutilement sur le plancher en bois. Une flaque de bile jaunâtre et filandreuse s'étalait depuis son museau. Tout le corps de Volt tremblait violemment, ses pattes arrière secouées par une faiblesse qui terrifiait Jean. Oh non non, 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 la forteresse stoïque que Jean avait construite autour de lui se dissolvait dans un élan de panique froide. Ce n'était pas la vieillesse. Ce n'était pas le froid. C'était rapide. C'était anormal. Il se précipita aux côtés du chien, posant la lampe sur la table avec un claquement. Volt. Et, je suis là. Je suis là, mon vieux. Les yeux troubles de Volt roulèrent vers lui, sans le fixer, terne de misère. Il laissa échapper un gémissement bas et douloureux, un son qui semblait être tiré du plus profond de lui. Il essaya de lever la tête, mais elle retomba lourdement sur le sol. D'accord, d'accord, on va te nettoyer. La voix de Jean était tendue, crispée. Il attrapa une vieille serviette dans la cuisine, ses mouvements pressés et inhabituellement frénétiques. Il nettoya doucement le visage du chien, sa main tremblant lorsqu'il essaya d'aider le chien à se lever. Les pattes de Volt cédèrent. Il n'y avait aucune force en elles. Il était un poids mort. Avec un grognement, Jean glissa ses bras sous la poitrine et les hanches du chien. Volt semblait terriblement flasque. Il transporta son ami, ses 40 kilos, jusqu'au tapis près de la cheminée froide et le couvrit avec la couverture. Il resta agenouillé là pendant un long moment, observant la montée et la descente superficielle et saccadée de la poitrine de Volt. La respiration du chien était rapide et peu profonde. Jean remplit un bol d'eau fraîche, y trempa ses doigts et humecta les gencives et le nez du chien. La langue de Volt pendait, mais il ne fit aucun effort pour boire. Les heures qui s'écoulèrent jusqu'à l'aube furent les plus longues de la vie de Jean. Il ne dormit pas. Il monta la garde, observant les petites secousses qui parcouraient les muscles de Volt, écoutant la respiration laborieuse. Les rationalisations de la veille, c'est juste le froid, il est juste vieux, semblaient maintenant une blague cruelle. Le chien s'éteignait. Il s'éteignait, et Jean était complètement, totalement impuissant. Lorsque la première faible lumière grise du matin filtra enfin à travers les fenêtres, Jean sut qu'il ne pouvait plus attendre une seconde de plus. Son isolement ne signifiait rien. Sa haine du monde extérieur ne signifiait rien. Seul Volt comptait. Ses mains, qui avaient pu démonter un fusil dans le noir, tâtonnèrent en cherchant la petite carte de visite aimantée qu'il gardait sur le réfrigérateur. Clinique vétérinaire de la vallée de l'Allier. Ses doigts étaient engourdis alors qu'il composait le numéro, son cœur martelant contre ses côtes. Un clic, une sonnerie, puis une voix, calme et mesurée, répondit sur la ligne d'urgence. Clinique de la vallée de l'Allier, Sandrine à l'appareil. Jean dut s'éclaircir la gorge 2 fois. Mon chien, s'étrangla-t-il. Il est malade. Il est vraiment malade. D'accord, monsieur, calmez-vous. Je peux vous aider. Comment s'appelle-t-il? La voix était professionnelle, légèrement lasse, le son de quelqu'un qui avait été éveillé toute la nuit à gérer les urgences des autres. Volt. Il s'appelle Volt. Et qu'est-ce qui arrive à Volt? Les mots de Jean sortirent en une cascade, un inventaire désespéré de symptômes. Il a vomi de la bile, il ne peut plus se tenir debout, ses pattes elles ne fonctionnent plus. Il tremble et sa respiration est superficielle. Il ne veut pas boire. Il n'a pas mangé hier soir. Je pensais qu'il avait juste froid. Je comprends, dit la voix de Sandrine, patiemment. De quelle race est-il, monsieur? Berger allemand. Il est vieux. Je ne sais pas exactement, 10, peut-être 11 ans. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, juste quelques secondes de silence pendant que la femme, Sandrine Duval, traitait l'information. Quand elle reprit la parole, son ton était plus doux, teinté d'une sympathie de circonstance qui serra l'estomac de Jean. Monsieur désolé, je n'ai pas eu votre nom. Dubois. Jean Dubois. Monsieur Dubois, d'après ce que vous décrivez, le déclin rapide, les vomissements, la faiblesse aiguë des pattes arrière, surtout chez un chien de grande race âgé, cela pourrait être une insuffisance rénale terminale. Jean ferma les yeux avec force. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Sandrine continua, sa voix douce maintenant. Je ne peux rien diagnostiquer par téléphone, bien sûr, mais quand ça arrive aussi vite, ce sont souvent les reins qui lâchent.
C'est un processus naturel, monsieur Dubois. Le corps il se fatigue et commence à s'arrêter. Un processus naturel. Les mots résonnèrent dans le chalet froid. Il validait chaque peur qu'il avait eue. Il ne s'était pas trompé la nuit dernière, il était juste dans le déni. C'était la vieillesse. C'était la fin. Pouvez-vous l'amener ce matin? Demanda Sandrine. Nous ouvrons à 8 heures. Nous pouvons faire une analyse de sang, voir ce qui se passe et discuter des mesures de confort. Mesures de confort. Un terme clinique et creux pour ce qui allait suivre. Jean baissa les yeux sur Volt. Le chien frissonnait, les yeux mi-clos dans un brouillard de douleur. La dignité qu'il possédait autrefois avait disparu, remplacée par une créature frêle et souffrante. L'idée d'analyse, de le piquer et de le manipuler, de le traîner dans une pièce lumineuse et stérile juste pour qu'on lui dise ce qu'il savait déjà, cela ressemblait à de la cruauté. Cela ressemblait à prolonger la souffrance pour son propre besoin égoïste de ne pas être seul. Un soldat sait quand une bataille est perdue. La panique dans la poitrine de Jean s'évapora, remplacée par une certitude froide et terrible. Sa voix, quand il parla enfin, était creuse. « À quoi bon faire des analyses » murmura-t-il. « Si c'est son heure, je ne veux pas qu'il souffre. Pas une minute de plus. Je prolonge sa souffrance. » Il y eut une autre pause, plus longue. La sympathie dans la voix de Sandrine Duval n'était plus professionnelle, elle était personnelle. « Je comprends, dit-elle doucement. Si vous avez pris cette décision, nous pouvons l'aider. Nous pouvons nous assurer qu'il est à l'aise et que c'est paisible. » J'en pris une inspiration saccadée. Je serai là à 8 heures. Nous serons là. Nous serons prêts pour vous, monsieur Dubois. Nous aurons une salle préparée. L'appel se termina par un clic silencieux. Jean laissa tomber le téléphone de sa main. Il se laissa glisser sur le sol et rapprocha le vieux tapis en lambeaux pour que la tête de Volt repose près de sa jambe. Il avait pris la décision la plus lourde de sa vie. Il allait emmener son meilleur ami pour un dernier voyage vers un endroit où la douleur cesserait. Il resta assis là, dans l'aube grise et froide, une main posée sur le flanc frissonnant de Volt, et pour la première fois depuis qu'il avait quitté l'armée, il se laissa pleurer. Le chalet était d'un silence étouffant. Le seul son était la respiration saccadée et superficielle du chien sur le tapis. 7h30. Il était temps. Jean se déplaça avec une lente et lourde appréhension. Il tira sa plus vieille et plus douce couverture du pied de son lit, une couverture en laine kaki délavée, équipement réglementaire de son temps dans l'armée. Il l'étendit sur le sol à côté de Volt. « D'accord, mon vieux, murmura-t-il, sa voix se brisant. C'est l'heure d'y aller. » Il glissa ses bras sous le chien, un bras sous la poitrine, l'autre sous les hanches. Volt était un poids mort, son corps flasque et sans résistance. Il n'y avait aucune tension dans ses muscles, aucune tentative pour aider. Il laissa seulement échapper un gémissement bas, presque imperceptible, lorsque Jean le souleva. Il pesait 40 kilos d'abandon. Jean le plaça soigneusement au centre de la couverture, puis enroula la laine épaisse autour de son corps frêle, la rentrant jusqu'à ce que seule la tête gris-blanc de Volt soit visible. Il porta son ami hors du chalet, dans l'air matinal mordant. Le ciel était d'un gris plat et impitoyable, et le vent avait un tranchant qui promettait plus de neige. Il se dirigea vers la vieille fourgonnette, celle sur laquelle il avait travaillé dans le garage à peine 2 jours auparavant. La pensée le frappa comme un coup physique, le pliant en deux pendant une seconde. Le garage. La fourgonnette. Il ferma les yeux avec force, bannissant l'image de la flaque verte. Il ne pouvait pas penser à ça. Pas maintenant. Il ouvrit la porte passager. Au lieu du plancher, Jean déposa soigneusement le paquet enveloppé de couverture directement sur le siège passager, positionnant Volt de manière à ce qu'il soit calé contre le dossier. Il se pencha, son visage près de celui du chien. « Je suis là, mon pote, » murmura-t-il. « Je serai juste là. » Les yeux de Volt étaient ouverts, mais ils étaient ternes, fixant le vide. Jean ferma doucement la porte, contourna le capot et monta à la place du conducteur. Il resta assis une minute entière, ses mains agrippant le volant froid, ses jointures blanches. Il était un homme se dirigeant vers sa propre exécution. Il mit la clé dans le contact. Le moteur tourna avec un grognement bas et grondant, protestant contre le froid avant de s'installer dans son ralenti rue des Familiers. Il passa une vitesse et ils descendirent le long chemin de terre.
Le trajet fut silencieux. Les seuls sons étaient le bourdonnement constant du moteur et le sifflement aigu et mince du vent qui se glissait le long des joints de fenêtres. Jean gardait les yeux fixés sur la route vide et saupoudrée de neige, mais son esprit n'était pas là. Il était consumé, dévoré par une culpabilité si profonde qu'elle ressemblait à une maladie physique. Il jeta un coup d'œil au siège passager, à la tête grise et immobile reposant sur la laine verte. Il trahissait la seule créature vivante qui lui avait jamais montré une loyauté inconditionnelle. Le credo le plus profond d'un soldat était de ne laisser personne derrière, et le voilà, conduisant son soldat le plus fidèle vers une mort programmée. Son esprit glissa, le ramenant 20 ans en arrière, dans un bâtiment en béton qui sentait l'eau de Javel et la peur. C'était en 2005. Il avait quitté l'armée depuis 6 mois, vivant dans un vide, hanté par le sifflement dans ses oreilles et les fantômes qu'il avait ramenés d'Afrique. Il était un homme vidé, et quelqu'un lui avait dit de prendre un chien. Le refuge du département était bruyant. Le bruit était écrasant, un chœur chaotique d'aboiements, de jappements et de gémissements qui ébranla ses nerfs. Il passa devant des cages de chiens qui sautaient, tournaient, désespérés d'attention. Et puis il le vit. Dans une cage au fond, un berger allemand d'environ 1 an était assis, parfaitement immobile. Il n'aboyait pas, il ne sautait pas. Il était juste assis, la tête penchée, observant Jean avec une intensité presque humaine. Sa fiche disait qu'il s'appelait Volt, trouvé errant. Le temps lui était compté. Jean s'était arrêté. Il s'était agenouillé près du grillage. Le chien n'avait pas bougé, continuant simplement son observation silencieuse. À ce moment-là, Jean reconnut quelque chose dans les yeux du chien, une quiétude, une lassitude, le sentiment que le monde était un endroit bruyant et imprévisible. « Tu n'aimes pas le bruit non plus, hein » avait murmuré Jean. Il l'avait adopté ce jour-là. Il n'avait pas sauvé Volt. Volt, de toutes les manières qui comptaient, l'avait sauvé. La fourgonnette heurta une plaque de glace, les pneus patinant une seconde avant de reprendre de l'adhérence. La petite secousse ramena Jean au présent. Il regarda Volt. Le chien n'avait pas bougé. Ils passèrent devant le début du sentier menant au contrefort des monts du Cantal, l'entrée maintenant à moitié enfouie sous une congère. Combien de fois avait-il emprunté ce sentier? Volt, plus jeune alors, bondissant en avant, disparaissant dans les pins pour ne réapparaître que la langue pendante, attendant son lent compagnon humain. Le souvenir était si vif, si douloureux, que la poitrine de Jean se serra. Il trahissait ses souvenirs. Il trahissait aussi ce jeune chien. Sa culpabilité s'enroula en spirale, le tirant plus profondément, vers les nuits les plus sombres dans le chalet, vers les cauchemars. Il était de retour dans le VAB. L'air était épais de poussière et de l'odeur de cordite. Le monde se dissolvait en un éclair aveuglant et un rapport soudain et assourdissant qui déchira l'air. Des cris, il pouvait entendre des cris. Il essayait d'atteindre quelqu'un. Léo. Léo. Il essayait de le ramener. Léo petit, le gamin de l'Ohio à peine âgé de 20 ans, qui avait toujours le sourire, qui économisait sa solde pour acheter une voiture à sa mère. Jean pouvait sentir la chaleur moite et collante sur ses mains. Il n'arrivait pas à le saisir. Le sifflement dans ses oreilles était si fort qu'il en devenait un cri. Jean se réveillait en sursaut, son cœur essayant de s'échapper de sa poitrine, ses mains serrées, son corps couvert de sueur. Il était à moitié hors du lit, prêt à se battre, les murs du chalet se refermant sur lui. Et puis, une pression solide et chaude. Volt n'aboyait pas, ne paniquait pas. Il se tenait simplement à côté du lit, pressant sa lourde tête sur la poitrine de Jean, une encre silencieuse et vivante. Quand les tremblements étaient forts, Volt se rapprochait, parfois en lui donnant des coups de museau, parfois en léchant simplement la sueur de son visage. Il ne partait pas. Il tenait sa position, une sentinelle silencieuse, jusqu'à ce que la respiration de Jean ralentisse, jusqu'à ce que le chalet en Auvergne revienne au point et que la poussière d'Afrique recule. « Tu es de garde » murmurait alors Jean, sa main enfouie dans l'épaisse fourrure du chien. « Bonne garde, mon pote. » Maintenant, sa garde se terminait. Les premiers bâtiments de tiers apparurent à l'horizon. La ville se réveillait, des voitures circulaient, des gens commençaient leur journée, ignorant béatement le cortège funèbre privé et angoissant qui se déroulait dans la cabine de sa vieille fourgonnette. Les larmes brouillèrent la vision de Jean. Il tendit une main tremblante et la posa sur la tête de Volt. La fourrure était fraîche. « Je suis désolé » s'étrangla-t-il, les premiers mots prononcés durant le trajet.
Le silence fut rompu, et son sang-froid avec lui. Je suis tellement désolé, Volt. J'ai échoué. Je suis désolé. Il se sentait comme un traître. Il conduisait son propre sauveur, sa propre sentinelle, son seul ami, à la mort. Il tourna dans la rue plus calme, ses mouvements engourdis et automatiques. Il vit le panneau. Le panneau propre et professionnel qu'il avait mémorisé sur la carte de visite. Clinique vétérinaire de la vallée de l'Allier. Il entra dans le parking. Il était 8 heures du matin. Il mit la fourgonnette au point mort, mais il ne pouvait pas couper le moteur. Le faible grondement était le seul autre battement de cœur dans la cabine. Il resta juste là, sa main posée sur la tête de son meilleur ami, incapable de faire le dernier pas. Jean resta assis dans la fourgonnette pendant encore 2 minutes. Le son du ralenti du moteur était un réconfort vibrant et grave, une chose vivante dans la cabine avec lui. Le coupé rendrait le silence et la décision complets. Il ferma les yeux, prit une dernière inspiration saccadée et tourna la clé. La cabine fut plongée dans un silence lourd et mort. Il ne restait plus que la tâche à accomplir. Il sortit, ses jambes raides et lourdes. Il se dirigea vers le côté passager et ouvrit la porte. Volt n'avait pas bougé. Son museau gris reposait sur la laine verte, ses yeux ouverts et vides, fixant le tableau de bord. Une dernière fois, mon pote. Jean rassembla le lourd paquet, la couverture de laine protégeant le chien du froid, et le berça contre sa poitrine. Il le tenait comme il aurait pu tenir un enfant, son bras gauche soutenant le dos du chien, son bras droit passé sous ses hanches. Il se dirigea vers les portes vitrées de la clinique vétérinaire de la vallée de l'Allier. Les portes détectèrent son approche et s'ouvrirent avec un doux bruit d'air mécanique, l'accueillant dans un monde dont il ne voulait pas faire partie. La salle d'attente était lumineuse, propre, et sentait vivement le désinfectant et quelque chose qui ressemblait vaguement à du shampoing pour animaux. Une douce musique instrumentale jouait depuis un haut-parleur au plafond. Une femme avec une cage de transport pour chat était assise dans l'un des fauteuils éloignés, faisant défiler son téléphone, inconsciente de tout. Au grand comptoir d'accueil, une femme aux yeux bruns chaleureux et aux cheveux foncés soigneusement épinglés leva les yeux. C'était Camille Fournier, la réceptionniste. Elle avait un sourire professionnel et accueillant qui vacilla et s'adoucit à l'instant où elle vit Jean. Elle ne vit pas un client, elle vit le cœur d'un homme se briser. Elle vit le lourd fardeau enveloppé dans une couverture qu'il portait, le museau gris qui dépassait, le regard vide de l'homme lui-même. Elle se leva immédiatement. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-elle, sa voix basse et gentille. « Sandrine m'a dit que vous veniez. » Jean ne put cocher la tête, sa gorge trop serrée pour former des mots. « Nous avons une salle prête pour vous, » dit Camille en sortant de derrière le comptoir. Elle ne lui fit pas signe de s'asseoir dans la salle d'attente. Elle comprenait. « S'il vous plaît, par ici. Allons vous mettre dans un endroit calme. » Elle le laissa passer devant l'autre cliente, dans un court couloir vivement éclairé. Tout au bout, elle ouvrit une porte menant à une pièce différente du reste de la clinique. « Vous pouvez attendre ici, » dit-elle doucement. « Le docteur sera avec vous dans un instant. » Jean entra. Elle ferma la porte, le laissant seul dans le silence. La pièce était peinte dans une douce nuance apaisante de vert pâle. Les néons du couloir étaient remplacés par une lampe plus chaude et plus faible dans le coin. Il n'y avait pas de table d'examen en métal froid. À la place, un petit canapé rembourré était placé contre un mur, avec une table basse en bois devant. Sur la table se trouvait une unique et discrète boîte de mouchoirs. C'était une pièce conçue pour les adieux. La gentillesse de la pièce ressemblait à une petite cruauté aiguë. C'était un endroit poli, moquetté et doux pour exécuter une sentence. Mal à l'aise et déplacé, Jean resta debout au centre de la pièce. C'était un homme de sol froid et de terrain dur. Le canapé semblait incongru. Il s'agenouilla avec précaution et déposa le corps de son ami enveloppé dans la couverture sur la moquette douce. Il dégagea la laine de la tête de Volt, caressant la fourrure du chien. « Plus pour longtemps, mon vieux, » murmura-t-il. « Ce sera bientôt fini. » Quelques minutes plus tard, on frappa doucement à la porte avant qu'elle ne s'ouvre. 2 femmes entrèrent. La première était le docteur Manon Leroy. Elle avait la fin de la trentaine, portait une blouse bleue pratique, ses cheveux blonds foncés tirés en une queue de cheval professionnelle et serrée. Son visage était intelligent et concentré, et ses yeux bleus, bien que compatissants, avaient la netteté indubitable d'un professionnel de la santé. Elle était l'autorité.
La femme derrière elle était plus jeune, avec un visage rond et gentil et des yeux doux déjà remplis de tristesse. C'était Léa Bernard, l'assistante vétérinaire. Elle tenait un presse-papier mais gardait les mains jointes devant elle, se tenant respectueusement en retrait. « Monsieur Dubois, dit le docteur Leroy, sa voix claire et ferme. Je suis le docteur Manon Leroy. Voici Léa, mon assistante. » Jean hocha la tête, incapable de se lever. Le docteur Leroy n'offrit pas de condoléances ni ne s'assit sur le canapé. Elle s'agenouilla immédiatement sur la moquette, juste à côté de Jean, son professionnalisme une force soudaine et stérile dans la pièce en deuil. « Vous avez parlé à Sandrine au téléphone », affirma-t-elle plus qu'elle ne demanda. Ses mains bougeaient déjà, doucement mais efficacement, sur Volt. Elle souleva sa lèvre pour vérifier ses gencives. Elles étaient pâles, presque blanches, et collantes au toucher. Elle y appuya un doigt, et la couleur ne revint pas. Elle sortit un stéthoscope de son cou et écouta sa poitrine. Jean regardait, engourdi. Il entendit le son faible et rapide du cœur de Volt battant à travers le stéthoscope. Le docteur Leroy écouta longtemps, le front plissé. Finalement, elle se redressa sur ses talons et regarda Jean. « Il est dans un très mauvais état, monsieur Dubois. Son rythme cardiaque est élevé et filant, et ses gencives montrent une déshydratation sévère et une mauvaise circulation. Il est froid au toucher. Vous avez eu raison de venir. Je veux juste le laisser partir, répéta Jean, sa voix à peine un murmure. J'ai parlé à Sandrine. Je ne veux pas qu'il souffre. Je ne suis pas ici pour des analyses. Je suis ici pour arrêter la douleur. » Le docteur Leroy regarda le chien, puis de nouveau Jean. Son regard était direct, mais pas méchant. « Je comprends tout à fait cela, dit-elle, et nous sommes là pour vous aider avec cette dernière bonté. » Mais, elle marqua une pause, choisissant ses mots avec une précision clinique, conformément au protocole, et franchement, pour que nous n'ayons aucun regret plus tard, je dois faire une analyse de sang rapide. Une lueur de frustration, vive et chaude, traversa le brouillard de chagrin de Jean. « Pourquoi » demanda-t-il, sa voix s'élevant légèrement. « À quoi bon ? Vous ne le voyez pas ? Il est en train de mourir. Laissez-le simplement en paix. Ne le piquez pas. Ne lui faites plus de mal. » Le docteur Leroy soutint son regard. Elle ne recula pas. « Monsieur Dubois, je le vois. Et son état semble grave. Mais semble n'est pas un diagnostic. Il est de ma responsabilité professionnelle et morale de savoir pourquoi il est dans cet état. » Sandrine suspectait une insuffisance rénale, et les symptômes correspondent, mais cela pourrait être autre chose. Une douzaine d'autres choses. Elle se pencha légèrement en avant. « Je sais que c'est difficile. Je sais que vous êtes épuisé. Cela ne prendra que 10 minutes. Léa peut prélever un échantillon en quelques secondes. Je n'effectuerai pas cette procédure, monsieur Dubois, tant que je ne serai pas certaine à 100% que c'est la seule option. Je lui dois bien ça. Vous méritez tous les deux cette certitude. » Jean la dévisagea. Il voulait argumenter, il voulait crier, il voulait attraper son chien et retourner au chalet où le monde avait un sens. Mais sa logique était un piège d'acier. La certitude. Il avait été certain ce matin, mais ces mots plantèrent une graine de doute qui était, à sa manière, une nouvelle forme de douleur angoissante. Et s'il avait tort ? Il se dégonfla finalement, le reste de son combat disparut. Il baissa les yeux sur le visage gris de Volt. « D'accord, » murmura-t-il. 10 minutes. Mais soyez douce. Le masque professionnel du docteur Leroy s'adoucit instantanément en une expression de profonde compassion. « Merci, » dit-elle doucement. Elle regarda Léa Bernard. L'assistante s'avança, ses mouvements lents et délibérés. Elle s'agenouilla à côté de Jean. « Salut, Volt » murmura-t-elle, caressant sa tête une fois. Elle regarda Jean, ses yeux communiquant une pure empathie. « Nous serons très doux avec lui. Nous allons juste l'emmener dans notre zone de traitement à l'arrière. Il y fait plus chaud et nous pouvons obtenir l'échantillon rapidement. Nous vous le ramènerons tout de suite, avant même qu'il ne vous manque. Je vous le promets. » Jean hocha simplement la tête, incapable de parler. Le docteur Leroy et Léa glissèrent leurs mains sous la lourde couverture de laine. Ensemble, elles soulevèrent Volt comme une seule unité, un fardeau fragile et précieux.
Nous revenons tout de suite, dit le docteur Leroy. Elles emportèrent Volt hors de la pièce. La porte se referma avec un clic, le son anormalement fort dans le petit espace. Jean fut laissé seul. Il était dans une pièce douce, silencieuse et vert pâle, et on lui avait pris son chien. Il fixa l'espace vide sur la moquette où Volt avait été. Le silence était absolu, et il ne s'était jamais senti aussi froid de sa vie. Le silence dans la douce pièce verte était absolu. C'était un silence pesant, fabriqué, qui pressait Jean de toutes parts, bien plus lourd que le silence naturel et vide de son chalet. Il était seul. On lui avait pris son chien. Il resta figé au milieu de la pièce, fixant la parcelle de moquette vide où Volt avait été. Le canapé rembourré semblait absurde. Il ne pouvait pas s'asseoir. S'asseoir était un acte d'acceptation, de s'installer pour une procédure. Alors il resta debout, les bras ballants, son corps vibrant d'une tension qui n'avait nulle part où aller. Il regarda la boîte de mouchoirs sur la table basse, une jolie boîte à motifs floraux placée là par quelqu'un qui comprenait le but de cette pièce. Il ressentit une vague de colère irrationnelle face à sa simple et polie utilité. Il ne la toucherait pas. 10 minutes. Le docteur Leroy avait dit 10 minutes. Il commença à faire les 100 pas. 3 pas dans un sens, pivot, 3 pas en arrière. La pièce ressemblait à une cage. Qu'est-ce qui était pire? La certitude angoissante qu'il avait ressentie dans la fourgonnette ou la lueur de faux espoirs que le docteur Leroy venait d'insérer. Ce mot. Certitude. Elle avait pris sa décision terrible et solide et l'avait remplacée par un point d'interrogation. Et si? La pensée était une nouvelle forme de torture. Et si ce n'était pas la fin? Et si c'était quelque chose de simple, quelque chose de réparable? Une mauvaise infection, quelque chose qu'il avait mangé? Et s'il était sur le point d'euthanasier son ami pour découvrir quelques instants plus tard qu'il aurait pu être sauvé? Il arrêta de faire les 100 pas. Il priait. Il réalisa avec un sursaut qu'il priait pour 2 résultats opposés et contradictoires. Il priait pour que les tests reviennent négatifs, pour un miracle, pour que tout cela soit une erreur. Et dans la même partie sombre et coupable de son cœur, il priait pour que les tests soient terribles. Il priait pour que les chiffres soient si élevés que la décision ne lui appartiendrait plus. Il priait pour le diagnostic d'insuffisance rénale, pour la preuve froide et dure qu'il faisait la bonne chose, que c'était de la pitié et non un meurtre. Il ne pouvait pas supporter l'idée que cela puisse être de sa faute. Le conflit le déchirait. Il se frotta les mains sur le visage, sa barbe rêche contre ses paumes. Il voulait juste que la douleur cesse. Pour Volt. Pour lui-même. La porte s'ouvrit. La tête de Jean se redressa d'un coup, son cœur bondissant dans sa gorge. C'était Léa Bernard, l'assistante. Elle portait Volt, toujours enveloppée dans la couverture kaki. Son visage était un masque de douceur professionnelle, impossible à lire. Elle entra et s'agenouilla, replaçant Volt exactement au même endroit sur la moquette. Il a été très sage, murmura-t-elle, caressant la tête de Volt une fois. Il était un très bon garçon. Le docteur Leroy se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle ne regardait pas Jean. Elle regardait la petite horloge murale dans le couloir. L'échantillon est en cours d'analyse, dit le docteur Leroy, sa voix neutre, clinique. Il tourne dans la centrifugeuse. Je reviens tout de suite avec les résultats dans, 6 ou 7 minutes. Elle croisa enfin le regard désespéré de Jean. Son expression était illisible, mais ses prochains mots semblèrent lourds, finaux. Prenez ce temps avec lui. Et puis elle disparut. La porte se referma avec un clic, le son résonnant dans la pièce comme un coup de marteau. Prenez ce temps avec lui. Ce n'était pas une suggestion. C'était une instruction. C'était la manière polie et médicale de dire « faites vos adieux ». La lueur d'espoir qui avait tourmenté Jean s'évanouit, éteinte par ces quelques mots. Le test était une formalité. Le docteur savait. Elle avait vu cela 1000 fois. Le sang ne ferait que confirmer ce que ses yeux lui avaient déjà dit. La tension s'écoula de Jean, remplacée par une vague froide et creuse de désespoir. C'était ça. Le compte à rebours avait commencé. Il tomba à genoux sur la moquette douce, ses jambes ne pouvant plus le supporter. Il était au niveau des yeux de son meilleur ami. La respiration de Volt était superficielle, ses yeux mi-clos, mais il était là. Il était encore là. « Salut,
mon pote, murmura Jean, sa voix se brisant. Les larmes qu'il avait combattues, celles qu'il avait refusé de verser devant le docteur, vinrent maintenant, chaudes et rapides. Salut, mon vieux. Le premier sanglot fut un son brut et laid, arraché de sa poitrine. Il pressa sa main contre sa bouche, essayant de l'étouffer, mais en vain. Le barrage de son sang-froid, construit sur 20 ans de discipline et de traumatisme, se brisa complètement. Je suis désolé, pleura-t-il, les mots épais et étranglés. Je suis tellement, tellement désolé, Volt. Je suis désolé. Il caressa la large tête grise du chien, ses doigts traçant la cicatrice au-dessus de son œil, souvenir d'une vieille bagarre avec un raton laveur. Merci, murmura-t-il. Merci pour tout. Pour être resté de garde toutes ces nuits. Toutes ces nuits horribles. Il le voyait aussi clairement que le jour, sa chambre dans le chalet, sombre, lui se redressant brusquement d'un cauchemar de sable et de feu, le nom de Léo petit sur ses lèvres. Et il voyait Volt, instantanément sur ses pattes, n'aboyant pas, n'ayant pas peur, juste présent, pressant sa tête contre la poitrine de Jean, une encre solide et vivante dans la tempête de sa mémoire, le ramenant à la réalité jusqu'à ce que son cœur cesse de s'emballer. « Tu n'as jamais quitté ton poste » cria Jean, les larmes coulant de sa barbe sur la fourrure du chien. « Pas une seule fois. Tu as été le meilleur soldat. Et je te fais défaut. Je te laisse derrière. » Il se pencha en avant, submergé, jusqu'à ce que son front repose sur le sol à côté de la tête de Volt. Il ne pouvait plus le regarder. Il ne pouvait pas supporter de voir la vie s'estomper de ses yeux. Il resta juste agenouillé là, un homme brisé, attendant que les pas du docteur reviennent et mettent fin à tout cela. Il devait le laisser partir. Il devait lui donner la permission qu'on ne lui avait jamais donnée. Il releva la tête, se forçant à regarder son ami. Il prit doucement le museau gris du chien dans ses mains et pressa son front contre celui de Volt, peau contre fourrure, homme contre bête, ami contre ami. « C'est bon, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je suis là. Je suis avec toi. Je ne vais nulle part. Ta garde est terminée. Je te relève de ton service. Tu comprends? Tu es un bon chien. Le meilleur chien. Tu as l'autorisation de te reposer. Tu peux rompre les rangs, Volt. Tu peux laisser aller. » Il ferma les yeux, ses larmes s'imprégnant dans la fourrure entre les oreilles de Volt. Il répéta les mots, une dernière promesse, « Je m'en sortirai. » Tu peux y aller. Il maintint sa position, se préparant à l'immobilité, au dernier souffle. Et puis, quelque chose bougea. Ce n'était pas un frisson, ce n'était pas une contraction musculaire. C'était un effort. Un grognement bas et douloureux gronda de la poitrine de Volt. Les yeux de Jean s'ouvrirent brusquement, mais il ne recula pas. Il regarda, stupéfait, alors que Volt, avec une lenteur angoissante et tremblante, commençait à lever la tête. Volt? Les muscles du cou du chien frémirent, puis, avec une force qui aurait dû être impossible, Volt leva une patte avant. La patte était maladroite, tremblante, mais elle bougeait avec intention. Il la leva, accrochant doucement les griffes à l'épaule de la veste en cuir de Jean. Jean cessa de respirer. Puis l'autre patte bougea, plus lentement, plus faiblement. Elle gratta le bras de Jean, luttant pour trouver prise avant de finalement se poser sur son autre épaule. Les pattes drapées sur son cou. Elle n'était pas forte, elle n'avait aucune prise. C'était l'ombre faible et tremblante d'une étreinte, mais c'était intentionnel. C'était le même geste réconfortant et impossible que Volt utilisait pour le tirer de ses cauchemars. Dans ces derniers moments, son corps s'arrêtant, son ami avait entendu la douleur de son maître et, avec la toute dernière de ses forces, il essayait de le réconforter. La réalisation frappa Jean avec la force d'un coup physique. Un son explosa de sa poitrine, un son d'un amour et d'une agonie si profond qu'il était à peine humain. Il ne recula pas. Il se jeta en avant, enroulant ses propres bras autour du cou de son chien, le serrant fort. Il n'était plus un soldat, il n'était plus un reclus stoïque. Il était juste un homme s'accrochant à son meilleur ami, son visage enfoui dans la fourrure du chien, son corps entier secoué par un chagrin si profond qu'il n'avait pas de fond. Il le tenait. Il le tenait, et il attendait. Jean était toujours à genoux, les bras enroulés autour de son ami mourant, lorsque le son qu'il redoutait arriva. Ce n'était pas un bruit fort. C'était un clic doux et respectueux lorsque le loquet de la porte de la salle de recueillement fut tourné,
suivi du faible murmure d'air lorsque la porte s'ouvrit. Il tressaillit, un violent tremblement parcourant son propre corps. Il ne s'éloigna pas de Volt. Il ne pouvait pas. Il était figé, le visage enfoui dans la fourrure grise du chien, les faibles pattes de Volt toujours drapées sur ses épaules dans cette dernière étreinte impossible. Il entendit les pas. 2 paires. Ils s'arrêtèrent juste à l'intérieur de la pièce. Il ne voulait pas regarder. S'il ne regardait pas, ce n'était pas réel. Il pouvait rester ici, sur le sol de la douce pièce verte, tenant son ami, et le temps s'arrêterait. Jean. La voix était calme, hésitante, et elle brisa l'illusion. C'était le docteur Leroy. Elle l'avait appelé Monsieur Dubois auparavant. Le passage à son prénom était une petite intimité personnelle qui ressemblait à un coup final. C'était la voix d'une personne rendant un verdict, pas d'un docteur discutant d'un cas. Lentement, à contre-cœur, Jean releva la tête. Ses yeux étaient enflés et irrités, son visage mouillé de larmes. Le docteur Manon Leroy se tenait à quelques mètres de là, les mains jointes devant elle. Son visage, qui avait été professionnellement compatissant auparavant, était maintenant un masque de tristesse profonde et installée. C'était une expression sombre et résignée, le regard d'un médecin qui avait espéré une réponse différente contre toute évidence et ne l'avait pas trouvée. Dans sa main gauche, elle tenait une seule feuille de papier blanche. Les résultats du test. Le 1% d'espoir de Jean, la petite étincelle angoissante que son test avait créée, s'évanouit. Il fut éteint par le regard sur son visage, par la finalité de cette seule feuille de papier. Il n'y avait pas de miracle ici. Il n'y avait que la preuve froide et dure qu'il avait à la fois prié et redouté. Il n'était pas un meurtrier. Il était un donneur de pitié. Et il était temps. Léa Bernard, l'assistante, se tenait juste derrière le docteur, ses propres yeux rouges. Le docteur Leroy fit un petit pas en avant, s'agenouillant pour être presque à son niveau. « Jean, je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix douce. Il hocha simplement la tête, un seul mouvement sec de la tête. Il n'avait plus de mots. Les résultats le confirment, continua-t-elle, sa voix ferme, miséricordieusement directe. Ses niveaux rénaux, son urée et sa créatinine, c'est ce que nous utilisons pour mesurer la fonction rénale. Chez un chien en bonne santé, ils devraient être bas. Les siens sont trop élevés pour que la machine puisse même les lire. Elle tendit le papier, bien qu'elle ne s'attendît pas à ce qu'il le prenne. Il vit les chiffres surlignés en rouge en haut, suivis d'une série de messages d'erreur à l'aspect clinique. Hors norme. Ce n'est pas une condition chronique, Jean. C'est une défaillance totale et aiguë. C'est une insuffisance rénale terminale. Il n'y a pas de guérison possible. Son corps est complètement toxique. Il souffre. Vous aviez raison. Elle marqua une pause, son regard s'adoucissant. C'est l'heure. Les mots furent une libération. Le doute avait disparu. La culpabilité de la décision avait disparu. Tout ce qui restait était le gouffre profond, noir et vide de la perte elle-même. Jean laissa échapper une longue inspiration saccadée, le dernier de son combat. Il s'affaissa, ses épaules s'affaissant. Il baissa les yeux survoltés, doucement, avec amour, il démêla les pattes du chien de son cou, les posant sur la couverture. Il caressa la tête du chien, son toucher maintenant plein d'un terrible but final. « D'accord, murmura-t-il. D'accord. » Le docteur Leroy hocha la tête, une lueur de compréhension douloureuse dans ses yeux. Elle se leva et regarda Léa. L'assistante s'avança, ses mouvements maintenant calmes, efficaces et remplis d'une révérence terrible. « Je dois juste placer un petit cathéter, Jean, dit Léa, sa voix presque un murmure. Ce sera très rapide. Ça ne lui fera pas mal. Ça assure juste que tout est paisible. Je le tiendrai, dit Jean, sa voix un murmure rauque. Il se déplaça, tirant la tête et la poitrine de Volt sur ses genoux. Il le berça, protégeant son visage de la procédure. « Je t'ai, mon pote, murmura-t-il à l'oreille du chien. Je suis juste là. Je ne te quitte pas. Tu n'auras pas peur. Je t'ai. » Léa s'agenouilla. Elle avait une petite trousse avec une minuscule tondeuse électrique. Elle fit un doux bruit de bourdonnement en rasant un petit carré de fourrure de 2 cm sur la patte avant gauche de Volt. Volt ne tressaillit même pas. Jean sentit la vibration de la tondeuse contre son genou.
Léa tamponna la peau avec un coton imbibé d'alcool, l'odeur âpre et froide coupant à travers la pièce. Juste une petite piqûre, mon beau, murmura-t-elle. J'en vis la petite aiguille briller juste une seconde. Volt laissa échapper un petit soupir faible, et puis ce fut fait. Un petit tube transparent fut expertement scotché à sa patte. Léa Bernard se releva, sa part dans la préparation terminée. Elle recula, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Jean serra Volt fort. Il enfouit son nez dans la fourrure du cou de Volt, inhalant son odeur, essayant de mémoriser la sensation de son poids, la texture de son pelage. Le docteur Leroy s'avança. Elle tenait une petite seringue remplie d'un liquide épais et rose vif. Cela avait l'air paisible, mais pour Jean, c'était une arme. « Je vais injecter ceci dans le cathéter, Jean, » expliqua-t-elle, sa voix basse et clinique, une encre nécessaire dans la tempête émotionnelle. C'est une surdose d'anesthésique. C'est très, très rapide. Il ne ressentira aucune douleur. Il tombera simplement dans un sommeil très profond, puis son cœur s'arrêtera. Ce sera juste comme s'endormir. Elle s'agenouilla à côté de lui une dernière fois. « Êtes-vous prêt ?» Jean ne pouvait pas parler. Il regardait le chien sur ses genoux, l'ami qui lui avait sauvé la vie une douzaine de fois. Il fit un dernier signe de tête sec. Il enfouit son visage dans le cou de Volt. « Je t'aime, mon pote, » sanglota-t-il. « Je t'aime tellement. On se verra de l'autre côté. Attends-moi. Attends-moi, Volt. » Il entendit le docteur Leroy retirer le capuchon de la seringue. Il l'entendit prendre le port du cathéter. Il se prépara pour la fin. Le docteur Leroy plaça son pouce sur le piston, le bout de l'aiguille touchant le port. Elle était sur le point d'appuyer. Soudain, un son déchira la pièce silencieuse. Ce n'était pas un soupir, ce n'était pas un gémissement. C'était un terrible gémissement aigu et angoissant qui venait du plus profond de la poitrine de Volt. C'était un son de pure douleur sans phare. Avant que Jean ne puisse même réagir, le corps de Volt, qui avait été flasque et sans vie, se raidit. Son dos s'arqua, sa tête se rejeta en arrière, les muscles de son cou se contractant. Un violent tremblement le parcourut, ses jambes se tendant raidement. Ce n'était pas une dérive paisible vers le sommeil. C'était une légère crise convulsive. Le changement violent et inattendu brisa l'acceptation engourdie de Jean. Ce n'était pas la paix, c'était l'agonie. « Il a mal !» cria Jean, sa voix se brisant de panique soudaine et brute. Il leva les yeux vers le docteur, ses yeux écarquillés de terreur et d'accusation. « Vous avez dit que ça ne ferait pas mal. »« Il a mal. » Le docteur Leroy s'était figé, son pouce planant au-dessus du piston, son calme professionnel instantanément évaporé, remplacé par un regard de choc électrique et vif. Elle ne regardait pas Jean. Elle fixait Volt, les yeux écarquillés, son esprit s'emballant. Elle laissa tomber la seringue. Elle cliqueta sur le sol, le liquide rose se répandant sur la moquette. « Arrêtez !» cria-t-elle, le mot un coup de feu dans la petite pièce. Elle ne criait pas après Jean. Elle criait à l'univers, à la procédure, à elle-même. « Arrêtez tout !» La petite pièce verte, construite pour des fins tranquilles, était soudainement une scène de panique vive et chaotique. La solution d'euthanasie rose, le liquide d'une mort paisible, était une tache sombre et grandissante sur la moquette pâle, son but instantanément oublié. Le corps de Volt était rigide dans les bras de Jean, le gémissement aigu, fin et angoissant continuait, un son qui semblait tendre chaque nerf du corps de Jean. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Jean, sa voix brute de terreur. Il regarda le docteur Leroy, ses yeux écarquillés et accusateurs. « Il a mal. Vous avez dit que ça ne ferait pas mal. » Mais le docteur Leroy ne le regardait pas. Son visage, qui quelques instants auparavant avait été un masque de sympathie sombre, était maintenant électrique d'une concentration stupéfiante et intense. Elle fixait Volt, dont la légère crise passait déjà, son corps redevenant flasque, mais avec une nouvelle secousse involontaire dans ses pattes. « Non » marmonna le docteur Leroy, sa voix un murmure bas et incrédule. Elle fixait le chien, mais son esprit était clairement ailleurs, reliant des points invisibles à la vitesse de l'éclair. Elle ramassa le rapport sanguin du sol où elle l'avait laissé tomber. « Léa !»« La lumière !» ordonna-t-elle. Léa Bernard, le visage pâle et strié de larmes, chercha à tâtons l'interrupteur principal.
La pièce fut instantanément inondée d'une lumière fluorescente blanche et dure, chassant les ombres douces. Le docteur Leroy était déjà à la tête de Volt, repoussant sa paupière avec son pouce et éclairant sa pupille avec une lampe stylo. Il est réactif, dit-elle, plus pour elle-même que pour quiconque, mais avec un retard. Qu'est-ce que c'est? Supplia Jean, ses bras toujours serrés autour de son ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Le test, dit le docteur Leroy en brandissant le papier. Les chiffres y sont réels. Ses reins ne fonctionnent pas. J'ai vu l'insuffisance rénale 100 fois. C'est un déclin. C'est de la somnolence. C'est de la léthargie. Elle pointa ensuite un doigt tremblant vers Volt. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que se termine une insuffisance chronique. C'est un symptôme neurologique. Elle était maintenant debout, faisant les 100 pas, un pas en avant, un pas en arrière, son esprit visiblement en ébullition. Elle regarda à nouveau le rapport sanguin, puis le chien, puis le rapport sanguin. Un regard de compréhension naissante et horrifiée traversa son visage. Attendez ou non, attendez bien sûr. Ce n'est pas l'un ou l'autre, dit-elle, sa voix baissant. C'est les deux. Les reins lâchent à cause de l'événement neurologique. Les symptômes sont liés. Elle leva les yeux, et pour la première fois, Jean vit autre chose que de la compassion dans ses yeux. Il vit la concentration vive et pénétrante d'un enquêteur. L'analyse de sang a raison, dit-elle, sa voix gagnant en force. Il est en insuffisance rénale. Mais ma conclusion était fausse. Ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas un processus naturel. Elle fit un pas vers lui, son regard le clouant sur place. C'est un poison. Le mot flotta dans l'air, terrible et étranger. Poison? Répéta Jean, son esprit incapable de traiter l'information. Quoi? Non. Il est au chalet, il n'y a rien. Il est seulement avec moi. Pensez, ordonna le docteur Leroy, sa voix tranchante, coupant à travers son chagrin. Les dernières 48 heures. N'importe quoi. Produits chimiques, nettoyants, Morora? Non. Rien. Je ne ferai jamais, les yeux du docteur Leroy se rétrécirent. C'est un grand chien. C'était une dose massive et rapide. C'est quelque chose qui attaque les reins et le cerveau simultanément. Ses yeux s'écarquillèrent. Ô mon Dieu du liquide de refroidissement. Les mots frappèrent Jean comme un coup physique. Son sang se glaça. Jean, écoutez-moi, dit le docteur Leroy en lui attrapant le bras. Est-ce que votre fourgonnette a une fuite? L'image, si banale, si oubliée, fulgura dans l'esprit de Jean avec la clarté aveuglante d'une explosion. Le garage sombre. Le son de sa clé qui glisse. La petite flaque vert néon vif sur le sol en béton. Volt qui s'approche, curieux. Il se souvenait d'avoir vu la flaque. Il se souvenait d'avoir été frustré par la durite. Il n'avait pas fait le lien. Le visage de Jean devint blanc, le sang s'endrainant si vite qu'il se sentit pris de vertige. Il regarda le docteur Leroy, puis le chien sur ses genoux. Son chien. Son ami. Qu'il venait d'essayer de tuer à cause de sa propre négligence stupide et catastrophique. Oh mon Dieu, murmura-t-il, les mots un souffle creux. Ma fourgonnette dans le garage, elle a une fuite. Une petite flaque verte. Il leva les yeux, ses yeux un masque d'horreur pure et abjecte. Je travaillais dessus il y a 2 jours. Il était là avec moi. Sa voix se brisa. Oh mon Dieu, oui. L'aveu, la confirmation, c'était tout ce dont le docteur Leroy avait besoin. Le temps des questions était terminé. Le temps du chagrin était terminé. Elle se transforma d'un médecin en un général de terrain. C'est de l'éthylène glycol, cria-t-elle en ouvrant la porte en grand. Léa, un brancard. Non, pas le temps. Jean, portez-le. Maintenant. Aux urgences. Léa Bernard, sortie de ses larmes par le choc, se précipita hors de la pièce, appelant un chariot d'urgence en courant. Quoi? Jean était toujours à genoux, figé dans sa culpabilité. Mais vous avez dit ses reins, j'ai dit qu'ils lâchaient. Je n'ai pas dit qu'ils étaient morts. Le docteur Leroy lui attrapa l'épaule et le mit debout. Le poison se cristallise dans ses reins, c'est ce que le test a montré. Les crises, c'est le poison qui atteint son cerveau. Nous avons une fenêtre, Jean,
Une minuscule fenêtre qui se referme, et nous la gaspillons. Portez-le. Suivez-moi. L'ordre, l'autorité brute, brisa sa paralysie. L'adrénaline monta en flèche. Il souleva Volt, le corps flasque du chien à poids mort, et sortit en courant de la salle de recueillement. Ils firent irruption dans le couloir principal, un flou de mouvement. Camille au bureau d'accueil sursauta. Ils passèrent en courant devant les salles d'examen, devant le visage choqué de la femme avec la cage de transport pour chat, et à travers un ensemble de portes battantes, au cœur lumineux et chaotique de la clinique, la salle d'urgence. C'était l'anti-salle de recueillement. Les lumières étaient aveuglantes, les comptoirs en acier inoxydable. Des machines avec des écrans et des fils bordaient les murs. Léa était déjà là, déchirant des emballages. Sur la table, maintenant. Ordonna le docteur Leroy. Jean déposa délicatement Volt sur la table en acier froid. Le corps du chien était flasque, sa respiration terriblement superficielle. Léa, le fomépizole. L'antidote. Dose, 20 mg par kilogramme. Allez. Le docteur Leroy attrapait déjà une tondeuse, rasant une autre parcelle de fourrure, ses mains un flou. Il nous faut une voie centrale et commencer les perfusions à grand débit. Il faut rincer son système. Donnez-moi un bilan métabolique complet, stat. Qu'est-ce que c'est? Balbutia Jean, debout, inutile, près du mur, regardant son ami disparaître sous un enchevêtrement de fils. Le fomépizole, dit le docteur Leroy sans lever les yeux, tout en insérant expertement un nouveau cathéter plus gros. Il empêche le poison de se métaboliser. Il arrête la réaction. Mais il n'annule pas les dégâts. Elle montra le sac de sérum physiologique que Léa était en train d'accrocher. Les fluides, c'est pour essayer de forcer ses reins à travailler, à évacuer les toxines. Mais, Jean, elle s'arrêta enfin et le regarda, son visage sombre. Ses reins sont déjà en train de s'arrêter. Les fluides pourraient ne pas suffire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit-elle, qu'on se prépare pour une dialyse. Elle se retourna vers l'assistante. Maintenant, Léa, stabilisons-le. Il est en train de lâcher. Une machine à côté de la table commença à émettre un bip lent et alarmant. Sa pression chute, dit Léa, sa voix tendue de concentration. Pousse un autre bolus de fluide, ordonna le docteur Leroy. Jean regardait, ses mains serrées en poings inutiles. Il était entré ici pour mettre fin à la souffrance de son ami, pour découvrir qu'il en était la cause. La tache rose sur la moquette, là-bas dans la pièce silencieuse, était l'image de son échec. Et maintenant, la seule chose qui se tenait entre Volt et la mort à laquelle Jean avait déjà consenti était cette femme, cette équipe, et une course contre la montre qu'il avait lui-même déclenchée 2 jours plus tôt dans un garage froid et sombre. Le chaos de la salle d'urgence s'était évaporé, laissant un vide dans son sillage. Les portes battantes s'étaient refermées, isolant Jean du combat frénétique pour la vie de Volt. Il avait été un soldat, entraîné pour l'action, pour la violence, pour faire quelque chose. Mais ici, dans ce couloir stérile et vivement éclairé, il n'était qu'un homme qui gênait. Vous devez attendre dehors, lui avait dit Léa Bernard, pas méchamment, mais avec la finalité ferme d'un médecin dégageant une zone chaude. Nous viendrons vous chercher, je vous le promets. Il avait titubé, ses jambes comme de l'eau, pour retourner dans la salle d'attente principale. La femme avec la cage de transport pour chat était partie depuis longtemps. La musique instrumentale joyeuse avait été coupée. Le soleil, qui avait été d'un jaune à queue et bas à son arrivée, entama sa longue et lente descente, peignant le ciel à l'extérieur des grandes fenêtres de nuances de violet meurtri et d'orange froid avant de finalement se rendre à un noir profond et sans étoiles. Jean s'effondra dans l'un des fauteuils en plastique dur dans le coin, le même qu'il avait évité ce matin. Il ne s'assit pas, il tomba dedans, son corps se repliant sur lui-même. L'adrénaline qu'il avait propulsé hors de la salle de recueillement, qui avait porté Volt jusqu'aux urgences, s'écoula, laissant un résidu toxique et creux. Son chagrin, le chagrin propre, triste et noble d'un ami disant au revoir, s'était transformé en une chose monstrueuse et déchiquetée, une culpabilité insupportable. Il avait fait ça. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas la vieillesse. Ce n'était pas une insuffisance rénale. C'était une fuite, un collier de serrage à 2 € qu'il avait été trop paresseux pour réparer correctement. Une flaque de poison vert néon sur un sol en béton sombre. Ce n'était pas le destin, sa propre négligence avec la vieille fourgonnette avait empoisonné Volt.
Il le voyait, une boucle sans fin se répétant dans son esprit, Volt s'approchant, Volt curieux, léchant le liquide sucré, Volt le regardant avec des yeux confiants. Lui, Jean Dubois, l'homme qui se targuait de sa vigilance, de sa discipline, de sa routine, avait empoisonné son meilleur ami par pure négligence stupide et bâclée. Et puis la deuxième vague de son échec le submergea, encore plus suffocante que la première. Il ne l'avait pas seulement empoisonné. Il l'avait blâmé. Il avait regardé les symptômes de cet empoisonnement et l'avait appelé vieillesse. Il avait jugé la souffrance de son ami et l'avait jugé prêt à mourir. Il l'avait enveloppé dans une couverture, l'avait conduit à cet endroit et avait mis sa tête sur celle de son ami en murmurant « Tu peux y aller ». Il avait essayé d'euthanasier la victime de sa propre erreur. La culpabilité était un poids physique, pressant sur sa poitrine, rendant la respiration impossible. L'odeur propre de désinfectant de la clinique était écrasante, chimique et âpre. Le faible bourdonnement régulier des néons au-dessus de sa tête commença à changer, montant en ton, s'étirant en un sifflement aigu, fin et familier. Le sifflement. Les mains de Jean commencèrent à trembler. Il ferma les yeux avec force, mais la pièce était déjà partie. Il n'était pas à Thiers, en Auvergne. Il était en Afrique, en 2004. L'air n'était pas froid. Il faisait 45 degrés, épais de soufre et de béton pulvérisé. Le son n'était pas un bourdonnement. C'était le cri aigu de ses propres acouphènes après l'explosion. Il était à l'arrière du VAB. Il avait 19 ans, pas 41. Il s'étouffait avec la poussière. Léo. Il criait, mais le son se perdait dans le sifflement. Il subit un grave épisode de stress post-traumatique. Le sentiment d'impuissance était identique au jour où il n'avait pas pu sauver Léo petit. Léo, le gamin de l'Ohio toujours souriant, parlant toujours de la voiture de sa mère. Léo était sur le plancher du VAB et il était Jean essayait de l'atteindre mais ses mains étaient glissantes. Il n'arrivait pas à le saisir. Il était censé être de garde. Il était censé surveiller leurs arrières. Ils étaient venus de la ruelle. Il n'avait pas vu la ruelle. Je n'ai pas vu, murmura Jean, se balançant d'avant en arrière dans le fauteuil de la salle d'attente, les yeux fermés avec force. Je n'ai pas vu la flaque. Je n'ai pas vu la ruelle. Je ne surveillais pas. Il n'avait pas réussi à surveiller les arrières de son meilleur ami. Il avait échoué pour Léo, et Léo était mort dans la poussière. Et maintenant, il avait échoué pour Volt, et Volt était en train de mourir sur une table en acier. Il était un échec en tant que soldat. Il était un échec en tant qu'homme. Il les avait tous les deux laissés tomber. Jean. La voix coupa à travers le souvenir comme un couteau. Il sursauta, sa tête se redressant brusquement. Le docteur Manon Leroy se tenait devant lui. Elle ne portait plus sa blouse bleue propre. Elle portait une blouse de chirurgien grise, éclaboussée de quelque chose. Ses cheveux étaient en désordre, s'échappant de sa queue de cheval, et son visage était marqué par une profonde fatigue jusqu'à l'os. Elle tenait un gobelet de café. « Quelle heure » marmonna Jean, sa voix épaisse. « Il est un peu plus de 20 heures, dit-elle. La nuit. Camille est rentrée chez elle. Toute la journée. Il avait perdu toute la journée dans ce fauteuil. Il est vivant, dit-elle, le coupant. Mais c'est tout ce que je peux vous donner pour l'instant. Nous avons commencé la dialyse. Nous filtrons son sang manuellement, essayant de faire le travail que ses reins ne peuvent pas faire. Elle prit une longue gorgée de son café. L'antidote, le fomépizole, fonctionne. Il a empêché le poison de se métaboliser davantage. Mais les dégâts, Jean, les dégâts sont sévères. Elle s'affaissa dans le fauteuil en face de lui, la première fois qu'il la voyait s'asseoir. Elle ressemblait moins à un médecin qu'à un camarade soldat après une longue bataille perdue. C'est un battant, dit-elle en fixant son gobelet de café. Je lui accorde ça. Il a plus de combativité que n'importe quel chien que j'ai vu depuis longtemps. Mais son corps est en train de lâcher. Nous nous battons pour le ramener, mais il est faible. Elle leva les yeux, ses yeux bleus fatigués mais clairs. Je ne vais pas vous mentir. C'est du 50-50e, au mieux. Les prochaines heures nous diront si son corps a encore la force de se ressaisir. 50-50e. Un tirage à pile ou face. Est-ce que je peux le voir ? Demanda Jean, les mots à peine un murmure. Le docteur Leroy secoua la tête. Non.
Pas encore. Il est inconscient et il est couvert de perfusion. Il est sous ventilateur pour l'aider à respirer. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour lui en ce moment. Et franchement, mon équipe a besoin de l'espace pour travailler. Elle se leva, ses articulations raides. Rentrez chez vous, Jean. Dormez un peu. Fixer ce mur ne changera rien. Non, dit-il, le mot sec. Je ne le quitte pas. Je l'ai quitté une fois. Je ne le quitte plus. Le docteur Leroy le regarda, une lueur de compréhension dans son regard épuisé. Elle hocha la tête une fois. Très bien. Je reviendrai dans quelques heures. Ou plutôt si quelque chose change. Elle le laissa. Les lumières de la salle d'attente s'éteignirent sur leur minuterie automatique, le laissant dans la quasi-obscurité, illuminé seulement par la faible lueur froide du panneau de sortie et les lumières du parking vide. La longue nuit de la vallée avait commencé. Il était seul dans le noir avec le fantôme de Léo Petit, le souvenir d'une flaque verte, et le poids impossible et angoissant d'une chance sur deux. Le monde était un vide informe et gris, un plan d'existence froid et dur où le sommeil n'offrait aucun repos, seulement un oubli sourd et douloureux. Jean y avait glissé des heures auparavant, son corps cédant finalement à une fatigue si profonde qu'elle était presque une petite mort. Il n'avait pas rêvé de Léo Petit. Il n'avait pas rêvé de flaque verte. Il avait simplement cessé d'être. Il était dans le fauteuil en plastique, la tête affalée sur sa poitrine, son cou hurlant de protestation. La salle d'attente était sombre, froide, et sentait l'air vicié et le café de la veille. Jean. La voix était un murmure, une douce intrusion dans son néant gris. Il l'ignora. C'était une partie de l'épuisement. Une légère pression sur son épaule. Jean. Il se réveilla en sursaut avec un halètement, un son guttural de panique. Son cœur martela, son entraînement prenant le dessus. Il était désorienté, ses yeux sauvages. Il vit une silhouette dans l'obscurité et ses mains se serrèrent en poing. Ouah, doucement. C'est moi. C'est le docteur Leroy. Sa vision s'éclaircit. La salle d'attente. L'obscurité. Le docteur Manon Leroy était accroupi devant son fauteuil. Quoi? Marmonna-t-il, sa voix un croassement sec et épais. Il se frotta les mains sur le visage, le chaume de sa barbe rêche et abrasif. Quelle heure est-il? C'est presque l'aube, dit-elle. Son sang se glaça. L'aube? L'heure des mauvaises nouvelles. Il avait déjà vécu ça. Le réveil avant l'aube, le visage calme et sombre. C'était la visite du « Je suis désolé de vous annoncer ». Son estomac se vida. Il ne pouvait pas demander. Il la dévisagea simplement, se préparant aux mots qui mettraient fin à son monde. Mais les mots ne vinrent pas. Il la regarda vraiment, dans la faible lueur du seul panneau de sortie. Il pouvait la voir. Elle portait toujours la blouse grise éclaboussée, témoignage de la bataille nocturne. Ses cheveux étaient un désastre complet, s'échappant de sa queue de cheval. Il y avait des cernes sombres, comme des ecchymoses, sous ses yeux, et son visage était pâle de fatigue. Mais elle souriait. Ce n'était pas le sourire triste, sympathique et de circonstance d'un médecin prononçant un éloge funèbre. C'était un vrai sourire, petit, épuisé, mais authentique. Le cerveau de Jean ne pouvait pas traiter les données contradictoires. L'épuisement. Le sourire. Commença-t-il, sa voix se brisant. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire le mot. Parti. Le petit sourire du docteur Leroy s'élargit d'une fraction. Elle ne répondit pas à sa question. Au lieu de cela, elle se leva, ses articulations craquant audiblement dans le silence. Vous devriez venir, dit-elle. Il la dévisagea simplement. Quoi? Vous devriez venir, répéta-t-elle en se tournant vers le couloir. Il se poussa hors du fauteuil, son corps entier hurlant de protestation. Ses jambes étaient raides, son dos une colonne de feu. Il se sentait âgé de 100 ans. Il la suivit en titubant, son cœur martelant contre ses côtes avec une nouvelle émotion terrifiante. Ce n'était pas de l'appréhension. C'était de l'espoir. Et ça faisait plus mal que la culpabilité. Il la suivit dans le couloir sombre et silencieux. La clinique prenait vie. Il pouvait entendre le faible bourdonnement d'un ordinateur, le doux clic d'une porte s'ouvrant quelque part au loin. Elle poussa les portes battantes des urgences mais ne s'arrêta pas.
Elle le conduisit au-delà de la table en acier où il avait vu Volt pour la dernière fois en train de lâcher, et dans une pièce adjacente, l'USI, unité de soins intensifs. Il faisait plus sombre ici, plus calme. Une seule rangée de machines était allumée, émettant un bip régulier et rythmé. Pas l'alarme aiguë et frénétique de la nuit dernière. Un poulant, régulier et rassurant. Et là, sur une table rembourrée couverte de couvertures chaudes, se trouvait Volt. Jean s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il vit d'abord les machines. Son ami était toujours branché à une perfusion, un sac transparent de liquide s'égouttant lentement dans le cathéter de sa patte. Un moniteur était attaché à sa poitrine, mais le ventilateur avait disparu. Le gros tube qui avait forcé l'air dans ses poumons avait disparu. Volt était couché sur le côté, sa fourrure gris-blanc semblant propre. Sa tête reposait sur une couverture pliée, et il n'était pas inconscient. Ses yeux étaient ouverts. Le souffle de Jean se coupa. Ce n'étaient pas les yeux ternes, troubles et vides de la veille. Ce n'étaient pas les yeux remplis de douleur et sans concentration de la crise. Ils étaient clairs et conscients. Il le regardait droit dans les yeux. « Allez-y » murmura le docteur Leroy derrière lui. Il vous attendait. Jean se mit en mouvement, ses pieds se sentant déconnectés de son corps. Il avait l'impression de marcher sur l'eau, craignant de tomber à travers. Il s'approcha lentement de la table, n'osant pas y croire. « Volt » murmura-t-il, le nom d'une chose fragile et brisée. Au son de sa voix, la tête du chien ne se leva pas. Il était trop faible. Mais ses oreilles tressaillirent. Et puis, sous la couverture, sa queue donna un seul et faible coup. Thump. Thump. Le son était si petit, si silencieux, qu'il était presque imperceptible. Mais pour Jean, c'était un coup de feu de vie. Un sanglot, un son de pur soulagement sans phare, s'arracha de sa poitrine. Il se jeta en avant, la main tendue. Il avait peur de le toucher, terrifié que ce soit un rêve, une hallucination provoquée par le chagrin et l'épuisement. Il toucha la tête du chien. La fourrure était chaude. Vivante. Volt laissa échapper un soupir bas et doux. Jean s'agenouilla, ses genoux heurtant le sol dur en linoléum. Il pressa son front contre le flanc du chien, contre le corps chaud, solide et vivant. Il ne pouvait pas parler. Il pleurait simplement, ses épaules secouées, la longue et terrible nuit de culpabilité et de peur se brisant enfin et s'écoulant. Il sentit un mouvement. Il leva les yeux. Volt tremblait visiblement sous l'effort, les muscles de son cou tendus. Il étirait son cou vers lui. Il ne pouvait pas lever la tête, mais il la poussa en avant, juste 1 centimètre, son nez heurtant le bras de Jean. Et puis une petite langue rose et humide émergea, et Volt lui lécha la main. C'était un geste lent, faible, mais c'était tout. C'était le pardon. C'était la reconnaissance. C'était « Je suis encore là. Je suis là, mon pote », cria Jean, ses larmes coulant sur la fourrure du chien. Je suis là. Je ne vais nulle part. Il resta ainsi longtemps, juste à genoux, sa main sur le flanc de Volt, sentant la montée et la descente régulière de sa respiration. Finalement, il se tourna vers le docteur Leroy. Elle était appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, les observant avec ce même sourire fatigué et magnifique. Ses yeux posèrent la question que sa voix ne pouvait pas. Comment ? Elle s'approcha, sa voix basse. Il n'est pas tiré d'affaire, Jean. Pas du tout. Ses reins ont subi un coup terrible, terrible. Il aura probablement besoin d'une alimentation spéciale, peut-être de médicaments pour le reste de sa vie. Mais il est vivant. Elle caressa le flanc de Volt. Il est têtu. Nous avons filtré son sang toute la nuit. L'antidote a arrêté tout dommage supplémentaire, et son corps a fait le reste. Il a commencé à se battre vers 3 heures ce matin. Nous avons pu le retirer du ventilateur. Elle secoua la tête, un regard d'admiration sur son visage. Je n'arrête pas d'y penser. Ce moment dans la salle de recueillement. Elle regarda Jean droit dans les yeux. C'était si proche, Jean. Je veux que vous compreniez à quel point c'était proche. Les symptômes sont identiques. La léthargie, la faiblesse tout crie à l'insuffisance rénale. L'analyse de sang est identique. Ces chiffres étaient de fin de vie. Il n'y avait aucune raison, absolument aucune raison de penser que c'était autre chose.
Elle jeta un coup d'œil à la tache rose sur sa propre blouse, un rappel de la seringue renversée. J'étais prête. Ma main était sur le piston. Sans cette crise, s'il n'avait pas eu cette seule réaction neurologique atypique, nous aurions, elle ne termina pas la phrase. Jean baissa les yeux sur Volt, qui somnolait maintenant, sa respiration profonde et régulière, sa main toujours posée sur son flanc chaud. C'était Volt. Volt lui-même. Avec sa dernière once de force, il n'avait pas seulement essayé de réconforter son maître, il avait lancé la seule fusée de détresse qui ne correspondait pas au diagnostic. Il s'était sauvé la vie. C'est un battant, murmura Jean, répétant ces mots de la nuit précédente. C'est un battant, acquiesça TL. Maintenant, laissez-le se reposer. Il l'a bien mérité. Vous deux. Quelques jours plus tard, le soleil était d'un blanc éclatant et surprenant, un contraste saisissant avec les cieux gris et oppressants de la semaine passée. Il se déversait à travers les fenêtres avant de la clinique vétérinaire de la vallée de l'Allier, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. La lumière était chaude, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Jean l'était aussi. Il se tenait au bureau d'accueil, signant le dernier des reçus de carte de crédit. Le chiffre au bas de la facture était stupéfiant, suffisant pour anéantir ses maigres économies, mais il signa son nom sans le regarder. Le coût était sans importance. Tout est en ordre, monsieur Dubois, dit Camille Fournier de derrière le comptoir. Son sourire, qui avait été si plein de sympathie douloureuse 3 jours auparavant, était maintenant lumineux et authentique. Nous sommes tous si heureux pour vous. Pour vous deux. Merci, dit Jean, sa voix toujours rauque mais plus légère. Pour tout. Il entendit les portes de la zone de traitement s'ouvrir. Le docteur Manon Leroy et Léa Bernard sortirent. Le docteur Leroy semblait avoir enfin dormi, mais la fatigue était encore profondément ancrée dans ses os. Léa portait un petit sac en papier et un très grand sac de nourriture pour chien. Eh bien, dit le docteur Leroy, un petit sourire fatigué sur le visage. Je libère officiellement mon patient le plus difficile. Elle tendit le grand sac à Jean. C'est le régime rénal spécial sur ordonnance. Il ne mange que ça, et rien que ça, à partir de maintenant. Ses reins sont endommagés, Jean. Ils fonctionnent, ce qui est un miracle, mais ils sont compromis. Cette nourriture est conçue pour être facile pour eux. Léa lui tendit le petit sac en papier. Et ce sont ses médicaments. L'un est pour sa tension artérielle, l'autre est un diurétique. Les instructions sont écrites sur les flacons. 2 fois par jour, avec sa nourriture. Je comprends, dit Jean en prenant les sacs. Quand est-ce qu'on en revient? Je veux refaire une analyse de sang dans une semaine, dit le docteur Leroy, son ton redevenant celui du médecin vif et concentré. Je dois voir si ces niveaux sont stables. Mais il peut y aller. Il vous réclamait. Comme par enchantement, Léa se retourna et ouvrit la porte du couloir. D'accord, mon beau, dit-elle. Tu peux aller voir ton papa. Un instant plus tard, Volt sortit. Il n'était pas le paquet flasque et sans vie que Jean avait porté à l'intérieur. Il n'était pas la créature tremblante et convulsive de la salle de recueillement. Il était sur ses 4 pattes. Il était encore faible. Ses mouvements étaient lents, ses hanches raides et chancelantes. Il avait une parcelle rasée sur la patte avant où avait été la perfusion principale. Il était plus mince, l'épreuve l'avait dépouillé du peu de poids supplémentaire qu'il avait. Mais sa tête était haute, ses oreilles en avant, et ses yeux, clairs et brillants, étaient fixés sur Jean. La gorge de Jean se noua. Il ne dit pas un mot. Il tomba simplement à genoux. Volt parcourut ses derniers mètres, sa démarche instable mais déterminée. Il ne s'arrêta pas. Il marcha droit dans les bras ouverts de Jean, poussant sa tête durement contre la poitrine de son maître. Jean enroula ses bras autour de lui, enfouissant son visage dans la fourrure propre du chien. Il sentit le battement régulier et chaud de son cœur. Il sentit le poids solide et vivant. « Salut, mon pote » murmura Jean, sa voix épaisse d'émotion. « Salut, mon vieux. On rentre à la maison. » Il se leva, aidant le chien à garder l'équilibre. Il regarda les 2 femmes, le docteur Leroy et Léa Bernard, ses yeux disant ce que ses mots ne pouvaient pas. « Merci, dit-il. Pour ne pas m'avoir écouté. » Le sourire du docteur Leroy était triste mais profond. « Remerciez-le, dit-elle en désignant Volt. C'est lui qui a parlé. Maintenant,
ramenez-le à la maison. Jean aida Volt à monter sur le siège passager de la fourgonnette. Cette fois, il n'y avait pas de couverture de laine pour l'envelopper. Volt s'assit, haletant légèrement à cause de l'effort, mais bien vivant. Le trajet de retour fut l'inverse du cauchemar d'il y a 3 jours. Le ciel était d'un bleu brillant et vif. Le soleil scintillait sur les sommets enneigés des monts du Cantal. Jean conduisait les 2 mains sur le volant, la cabine remplie d'un silence calme et paisible. Il jetait un coup d'œil toutes les quelques secondes. Volt regardait le monde défiler, le nez pressé contre la vitre, sa queue donnant un lent et heureux coup sur le siège. Quand ils arrivèrent dans le long chemin menant au chalet, Volt laissa échapper un gémissement bas et excité. Jean l'aida à descendre de la fourgonnette. Les pattes du chien touchèrent la terre familière de son propre terrain. Il prit une longue et profonde inspiration de l'air froid parfumé au pin. Il marcha avec raideur jusqu'à la terrasse, trouva une parcelle de soleil éclatant et s'effondra sur le vieux bois avec un grognement satisfait. Il était à la maison. Jean l'observa un long moment silencieux. Une vague de gratitude si intense qu'elle lui donna le vertige le submergea. Mais son travail n'était pas terminé. Il lui restait une chose à faire. Il laissa Volt somnoler au soleil et se dirigea vers le garage. Il ouvrit la lourde porte, le son des roues métalliques grinçant sur le rail. Le même air froid et poussiéreux le frappa, la même odeur d'huile et de vieille essence. Il regarda le sol et son estomac se noua. Elle était là. La tache chimique sombre sur le béton. La scène du crime. La preuve de son échec. Sa mâchoire se serra. Il ne se contenta pas de la regarder. Il retourna au chalet, récupéra un seau, un bidon de savon très puissant et la brosse la plus rigide qu'il possédait. Il remplit le seau d'eau bouillante de la cuisine. Il retourna dans le garage et, à 4 pattes, il commença à frotter. C'était un acte de pénitence, une expiation. Il frotta jusqu'à ce que ses jointures soient à vif, jusqu'à ce que l'odeur du savon lui brûle le nez, jusqu'à ce que l'eau soit noire de graisse et de saleté. Il frotta jusqu'à ce que la tache ait disparu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du béton propre et humide. Puis il se releva. Il se dirigea vers l'étagère où il gardait ses fournitures automobiles. Il trouva la source, le bidon en plastique de 4 litres de liquide de refroidissement, encore à moitié plein. Il le regarda comme si c'était une bombe, un serpent, une chose de pur mal. Il le prit, sa main serrée sur la poignée. Il le sortit à la lumière du jour. Il ne le jeta pas simplement à la poubelle. Il trouva un vieux pot de peinture vide avec un couvercle scellé, y versa le poison et martela le couvercle pour le fermer. Il se débarrassa en toute sécurité du vieux liquide de refroidissement, enterrant le pot profondément dans un coin de sa propriété où rien ne viendrait jamais creuser. Il prit le bidon en plastique vide et le coupa en morceaux avec son cutter. Il ne faisait pas que nettoyer, il éradiquait le fantôme de sa culpabilité. Cette nuit-là, le chalet était paisible. Un feu crépitait et sifflait dans le poêle à bois, projetant une lueur orange chaude et vacillante à travers la pièce. Jean était assis près du feu, lisant, ou du moins il tenait un livre. Ses yeux n'étaient pas sur la page. Ils étaient sur le sol, à ses pieds. Volt dormait paisiblement à ses pieds, une respiration calme, profonde et rythmique remplissant le silence. Il n'était pas sur son tapis près de la porte. Il était pressé contre les bottes de Jean, une présence solide, chaude et vivante. Jean regarda le chien et son esprit se mit à vagabonder. Il pensa à la tache rose sur la moquette de la salle de recueillement. Il pensa au poids écrasant et absolu de sa culpabilité, une culpabilité qui lui avait semblé identique à celle qu'il portait pour Léo petit. Il avait vécu pendant 20 ans dans l'obscurité de ce premier échec. Mais cette nouvelle obscurité, celle-ci avait été pire. L'obscurité de l'échec avec Léo concernait ce qu'il n'avait pas fait. L'obscurité de l'empoisonnement de Volt concernait ce qu'il avait fait. C'était une confirmation active et terrible de sa peur la plus profonde, qu'il était brisé, qu'il était un danger, qu'il échouait à protéger tout ce qu'il était censé protéger. Il était entré dans cette clinique pour mettre fin à la vie de son ami, mais en réalité, il mettait fin à la sienne. Jean réalisa qu'il n'avait pas seulement sauvé Volt. En vérité, il n'avait pas du tout sauvé Volt. Le docteur Leroy lui avait sauvé la vie. Son habileté, son refus d'abandonner, l'avaient ramené du bord du gouffre. Mais Volt l'avait sauvé. Dans ce dernier moment terrible, Volt s'était battu. Il leur avait donné l'indice, la crise, l'étreinte qui avait tout changé.
Il avait une fois de plus réveillé Jean d'un cauchemar. Il l'avait tiré d'une obscurité de culpabilité et de haine de soi si profonde que Jean savait qu'il n'en serait jamais revenu si le docteur Leroy avait poussé ce piston. Jean Dubois serait mort dans cette pièce, lui aussi. Une fois de plus, Volt et le docteur Leroy l'avaient sauvé de sa propre obscurité. Il n'était pas seulement un homme avec un chien vivant. Il était un homme à qui on avait donné une seconde chance, un sursis, une absolution qu'il n'aurait jamais cru possible. Jean ferma son livre. Il se pencha et posa sa main sur le flanc chaud et endormi de Volt. Il sentit la montée et la descente régulière et forte de sa poitrine. « Bonne garde, mon pote », murmura-t-il, sa voix épaisse. « J'assure la relève. Je veille sur toi. » Et il resta assis là, dans le chalet calme et chaud, un homme non plus de garde, mais simplement chez lui. L'histoire de Jean et Volt nous enseigne que les liens les plus profonds sont souvent silencieux. Ils ne sont pas exprimés par des mots, mais par une promesse silencieuse de rester de garde, un refus de laisser aller même lorsque tout espoir semble perdu. C'est un rappel que les actes de loyauté les plus profonds, ceux qui peuvent vraiment nous sauver, surviennent souvent lorsque nous nous y attendons le moins. Si cette histoire de la foi d'un soldat et du combat d'un chien pour la vie a touché votre cœur, veuillez envisager de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'une histoire d'espoir. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant, et nous serions honorés si vous partagiez vos propres histoires de liens indestructibles dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien, par un simple « j'aime » ou un partage, nous permet de continuer à vous apporter ces récits. Notre prochain voyage vous attend déjà sur l'écran.